Donc, catalogue d'exposition, catalogue de vente publique, etc. Ok, ça va? Pas de problème? Ce que j'ai écrit là? Pas de problème? On ne fait jamais ça. On ne peut jamais mettre à la fois etc. et le caractère 3 petits points. Alt point. Hein. Alt point, c'est les 3 petits points. Pour ceux qui seraient en train encore de faire 3 points qui se suivent, c'est Alt point. Mais c'est soit l'un, soit l'autre. Hein. Donc déjà, ça c'est un petit conseil typographique. C'est jamais les deux ensemble. Comme ça, vous le savez. Alors à côté de ça, vous avez tout ce qui est plus léger. Donc ce qu'on appelle les brochures, qui sont des espèces de petits magazines, quoi. Voilà. Mais pour les brochures, il ne faut pas nécessairement mettre de numérotation de pages, parce que c'est tellement petit, c'est 16 pages par exemple, voilà. Et donc petite brochure. Un triptyque. Vous voyez ce que c'est les triptyques? C'est une page pliée en 3. Les flyers. Donc là, c'est une page, petite page, un demi A4 par exemple, recto verso, ou pas nécessairement recto verso d'ailleurs. Des invitations. C'est un peu comme un flyer, quoi, une invitation. Carte de visite. C'est un peu comme un flyer aussi. Voilà. Les leaflets, etc. Donc des documents plus petits où là, on peut éventuellement faire une mise en page, un peu comme une mise en page par grille modulaire. Mais en plaçant les éléments. Comment est-ce qu'on dit plaçant? Les éléments à l'œil. Donc c'est pas interdit de positionner les éléments, le texte, les images sur des brochures, des triptyques, des flyers, comme on le sent, quoi, à l'œil. On peut placer des guides, mais c'est pas toute une structure comme dans une grille modulaire. Ah oui, au passage, remarquez ceci aussi, super important. On n'écrit pas OE, hein, c'est la ligature, donc ça c'est Alt-O. Alt-O, vous obtenez ça. Si vous avez un correcteur orthographique, grammatical, typographique installé, il va de toute façon vous le corriger ça. Il va vous dire que vous devez changer ça parce que c'est pas correct. Alors ici, j'ai tapé leaflet. Bon, déjà, il faut savoir que suivant le pays où vous vous trouvez, les noms peuvent changer. Hein. Il y a des habitudes. Des habitudes au niveau du vocabulaire. Hein. Suivant qu'on est en Belgique ou en France, c'est pas toujours la même chose. Mais donc, leaflet, je tombe sur des... Ça peut être des A4 pliés, imprimés recto verso, pliés en deux, en fait, typiquement. Hein. Un leaflet. Ici, en tapant leaflet, je suis tombé aussi sur des triptyques. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un triptyque, vous en avez déjà vu, c'est ça. Triptyque accordéon, ici, il y a d'autres types de triptyques, ou triptyque à rabat, où la première page se replie au milieu. Une feuille A4 pliée en 3, mais erreur habituelle de ceux qui ne savent pas faire les triptyques, c'est que, en fait, la page, le panneau, en fait, qui se replie au milieu, doit être plus court, moins large. Sinon, ça bombe, ça va pousser sur les bords, il faut y penser à ça. Ne fût-ce que 2 ou 3 mm, quoi. Hein. Voilà. Et puis, pour faire ça, vous avez évidemment, à la sortie de la presse, un matériel de façonnage qui plie la chose et qui rogne automatiquement, en fait. Hein. Voilà.
Donc les flyers, vous savez ce que c'est. Les cartes de visite aussi, les cartes d'invitation, cartons d'invitation. Les faire-part, c'est ça, voilà. Les brochures. Où typiquement vous allez avoir une agrafe qui tient plusieurs pages pliées ensemble. La brochure. La petite brochure, voilà. Et là aussi, il faut réfléchir parce que les pages intérieures doivent être plus courtes, sinon c'est pas vraiment droit sur le bord. Il faut y penser au moment de la mise en page aussi à ça. C'est rogné, mais il faut y penser au moment de la mise en page, sinon tu risques d'avoir des alignements, des éléments qui sont à 1 cm aux premières pages et aux dernières pages de la brochure qui sont à 1 cm du bord, mais au milieu ils risquent de plus être à 1 cm, quoi. Ils vont peut-être être à 7 mm et ça risque de se voir quand on feuillette que ça bouge. Mais c'est des détails, mais il y a beaucoup de détails dans tout ce qui est impression, typographie, c'est très vaste. Et c'est surtout en entreprise que vous allez apprendre en fait. Vraiment, les formations en centre de formation, c'est bien pour vous lancer, mais le plus gros de ce que vous allez apprendre, ça va être en entreprise, parce que vous allez avoir plein de cas de figure, et être en contact avec les imprimeurs aussi, très important d'être en contact avec l'imprimeur avant de faire la mise en page, pour aller lui parler technique, pour voir si ça va aller. Donc c'est très vaste, toutes les techniques de reliure, tout ce qu'il existe. Vous allez voir les livres blancs, des livres qui sont en exemple, des impressions exemples chez l'imprimeur, donc des choses non imprimées, mais c'est des pages blanches, mais vous pouvez choisir et ce que vous voulez faire. Vous voyez, des livres totalement blancs, mais c'est juste pour voir l'épaisseur de la couverture, la reliure, tout ça, la prise en main du livre. C'est très très vaste. Donc c'est pour ça que moi j'ai tendance à dire que InDesign c'est beaucoup plus complexe que Illustrator, qui, à mon avis, Illustrator est lui-même plus complexe que Photoshop, mais c'est juste un avis. Maintenant, si on veut être super pro, bien sûr, et pointu dans un logiciel, on va trouver, comme toi, que le logiciel est plus complexe que l'autre. Tu vas trouver que Photoshop est plus complexe que Illustrator. Si tu connais beaucoup mieux Photoshop, ça peut... Mais peu importe, en fait. Hein. Je voulais juste vous souligner que InDesign, c'est vaste. Et qu'on n'aura pas le temps de tout voir, bien sûr. Alors, des exemples. C'est super important d'avoir des exemples. Bon, déjà, il existe des modèles gratuits ou à acheter, des choses qu'on télécharge. Il faut le savoir. Vous n'êtes pas obligé, si vous êtes pressé de faire un document, vous n'êtes pas obligé de l'inventer ex nihilo au départ de rien. Des templates, c'est ça, des modèles. Et c'est libre de droit. Alors, il y en a certains qui sont payants et d'autres qui sont gratuits sur le web. Avec plus ou moins un niveau de complexité plus ou moins grand, avec des styles déjà modifiables ou pas, des modèles de qualité ou pas. Donc voilà, vous avez... Et il y en a, pour ceux qui ont l'abonnement officiel de Adobe, il y en a déjà plein à télécharger en fait des modèles. Déjà quand vous êtes dans InDesign, que vous faites un nouveau document, dans le panneau d'accueil, vous en avez plein qui sont disponibles. Donc ça c'est une possibilité, les modèles. À côté de ça, vous pouvez vous inspirer en allant voir des exemples sur le web. Alors des exemples sur le web, vous avez sans doute vos méthodes pour en trouver. Vous allez me le dire si vous avez des méthodes. Moi je vous donne une méthode pour trouver des bons exemples de mise en page sur le web. J'utilise en fait Pinterest. Et si je tape InDesign Grid, je vais tomber sur, normalement, dans Pinterest, plein d'exemples de mise en page. Oui, je vais pas taper Grid. Voilà, je vais pas taper Grid cette fois-ci. Juste Pinterest Grid.
Il y a des gens en fait qui répertorient toutes les mises en page qu'ils trouvent intéressantes dans leur Pinterest et ça peut être intéressant d'aller voir en fait. Voilà. Pour s'inspirer. Parce qu'il y a vraiment plein d'idées à aller voir en fait. Donc je vous incite pour les mises en page à aller voir tout ça. Oui, Beyoncé aussi, oui. Elle est très sexy quand elle danse sur la scène. Non, je rigole. Alors, mise en page en anglais, c'est Page Layout. Et je vais quand même vous montrer... Vous connaissez ça? Cette tendance? Bon, il faut savoir que dans les formations, on vous explique comment bien faire les choses. Mais pour se démarquer, il y a un mouvement, et c'est pas seulement en mise en page, ça peut aussi être dans Photoshop ou Illustrator, qu'on appelle l'anti-design. Je vais voir si... Voilà. Et alors, quand vous voyez ce genre de choses, vous vous dites, mais c'est qui a fait ça? C'est le petit cousin de la secrétaire ou quoi? Mais non, c'est de l'anti-design, c'est un genre, pour se démarquer du reste, pour casser les codes. Mais pour faire du bon anti-design, il faut quand même savoir utiliser le logiciel et savoir faire des mises en page correctes au départ. C'est un peu comme Picasso, à qui on a souvent reproché, ceux qui n'y connaissent rien en art, qu'il ne savait pas dessiner, mais quand on regarde les premiers dessins et peintures de Picasso, il était très, très bon en art académique, et après, il a fait quelque chose de différent. Ah, vous ne connaissiez pas l'anti-design, avec les couleurs criardes, des choses particulières. Alors, je dis pas qu'il faut faire ça, mais il faut savoir que ça existe, et pourquoi pas, pour certains projets, ça peut être intéressant. Ah oui, c'est ça l'idée, hein, c'est vraiment... c'est ça l'idée. C'est de casser les codes. On ne se conforme pas aux habitudes. Malgré tout, ça doit rester un peu lisible quand même. Il y a un message à faire passer. Bon, vous pourrez vous intéresser à l'anti-design, si vous voulez. Ça joue beaucoup avec la typographie. Donc ce qu'on appelle la macro-typographie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce terme. Alors la macro-typographie peut être utilisée dans des mises en page anti-design ou dans des mises en page traditionnelles. Mais donc l'idée c'est que on va utiliser la typo en tant qu'élément graphique dans les mises en page. Voilà. La typo est vraiment présente. Alors, est-ce qu'on a d'autres exemples ici? Je vais l'inscrire éventuellement en anglais, ça va peut-être mieux passer. Macro typography, voilà. Bon, c'est ce genre de choses que vous avez certainement déjà vu sur des pochettes de livres, par exemple. Voilà. Ça permet de faire une pochette de livre assez rapidement aussi. Hein. Et graphiquement, elle se démarque du reste. En fait, vous utilisez vraiment le graphisme de la lettre que le typographe a mis du temps à concevoir. Vous l'utilisez en tant qu'élément graphique et c'est tout à fait permis. Il n'y a pas de problème de copyright en fait. Voilà. Quand vous avez des caractères comme ça, très présents, c'est de la macro-typographie. Alors, à l'inverse, vous avez ce qu'on appelle la microtypographie. La microtypographie, c'est tout le réglage fin du texte, en fait. Tout le réglage fin du texte. Alors, on peut automatiser le positionnement des caractères dans un paragraphe. Bien sûr, en réglant InDesign, vous avez déjà vu le réglage de justification, vous m'avez dit, donc ça c'est déjà très bien. Mais en plus,
quand on fait un boulot très haut de gamme, un livre qui s'adresse à des gens qui peuvent mettre le prix, on va repasser manuellement sur tout le texte, faire des corrections. Là, je vous montrerai aussi des exemples de microtypographie manuelle. Ça n'est économiquement pas viable pour un produit normal. Ça n'est viable que pour des produits très haut de gamme où on met en avant la qualité de la typographie. D'accord ? Donc ça, c'est la microtypographie, c'est vraiment tout ce qui est réglage fin du texte. Voilà, par exemple ici. Voilà, vous avez évidemment Wikipédia qui, tout ce que j'ai expliqué là, vous l'explique aussi. Wikipédia, vous pouvez regarder les articles Wikipédia. Je pense qu'on a vu... c'est relativement ennuyeux parce que vous ne pratiquez pas là pour l'instant, mais c'était une vue d'ensemble de quand même des différents types de mise en page qui existent, grille modulaire, flux continu avec les images dans le flux du texte, flux continu avec les images ancrées, donc sur le côté du texte, les différents types de mise en page plus simples, brochure, triptyque, flyer, etc. Bien. Là, je vous ai parlé aussi d'anti-design, je vous ai parlé de macro-typographie, donc quand on utilise les caractères, et même les caractères qui débordent de la page, et même qu'on tourne sur la page, on peut même avoir un seul caractère en grand sur la page, le faire déborder au-delà des limites de la page. La micro-typographie, qui est le réglage fin du texte, automatisé dans InDesign. Et éventuellement, on repasse manuellement, modifier les espaces. Je vous ai parlé de quoi aussi? Ah oui, je vous ai parlé de l'importance de se cultiver au niveau de la mise en page. Donc, je vous ai montré InDesign Pinterest, c'était Pinterest InDesign que j'avais tapé dans le moteur de recherche. Vous m'avez parlé de Behance. Vous avez d'autres exemples, d'autres endroits où on trouve... Freepik, est-ce que c'est pas pour des templates plutôt ça, ou je me trompe? Combien même on peut trouver des choses intéressantes. Oui, on peut trouver des choses intéressantes, d'accord. Je le mets dans le template ou pas celui-là? Plus dans template. Oui, je vous ai parlé des templates, oui. Et Envato Elements aussi. Comment? Envato Ah oui, Elements. je connais aussi. Ça s'écrit comme ça ou pas? C'est Envan, donc c'est un A à la place du deuxième E. Ah oui, comme ça? Ok, oui. Très intéressant aussi, oui. Ce sont des astuces de graphistes, hein, utiliser des choses qui existent. Donc les deux que tu as cités là sont en effet connus. Notez bien les autres. Hein. Quand vous faites quelque chose, vous n'êtes pas obligé de tout refaire depuis le départ. Déjà, si vous avez fait plusieurs documents déjà pour des clients, il n'est pas interdit, mais vous n'êtes pas obligé de le dire, il n'est pas interdit de réutiliser pour un autre client un document que vous avez fait pour un premier, en le modifiant. Ça sert de point de départ. Vous modifiez les choses, laissez pas des choses traîner qui vont... révéler que ça vient d'un autre client, bien sûr. Et ça, c'est des choses qui arrivent quand on n'est pas attentif. Déjà, vous avez votre propre bibliothèque de documents déjà faits que vous pouvez réutiliser. Vous avez aussi des modèles qui existent, des templates. Donc, il y a des templates gratuits sur le web. Il y a des banques de templates. Il y a les templates fournis par Adobe, mais ils ne sont pas très nombreux. Il y en a des gratuits et il y en a des payants. Voilà. Parfois, comprendre comment le template est créé et fonctionne, ça prend du temps et ça vaut parfois mieux la peine. Ça vaut pas la peine de prendre un template. Parfois, le faire soi-même, c'est parfois plus facile. D'accord? C'est pas toujours évident. Il faut que le template soit livré avec un mode d'emploi qui explique aussi comment il fonctionne, au niveau des styles, etc.
Ah oui, tu parles des nuages de... Les nuages de mots, par exemple. Une illustration faite avec plusieurs caractères, ou les caractères qui remplissent une silhouette, des choses comme ça? Je crois que tu veux dire, ouais, les caractères qui remplissent une séquence. Oui, il peut y avoir de la microtypographie dedans. Ça dépend si le texte doit être lu ou pas, s'il est juste illustratif. Oui, ben à ce moment-là, non, c'est pas vraiment de la microtypographie. Je ne dirais pas que c'est de la microtypographie. Bien qu'on ait vu dans les résultats Google là, des choses qui apparaissaient avec des nuages de mots, mais la microtypographie, c'est vraiment le réglage fin des espacements entre les caractères et entre les mots. Et les retours à la ligne qu'on gère aussi. Donc, les illustrations avec du texte, ça va pas se faire dans InDesign, je pense que ce sera plutôt Illustrator, ça. Hein. Donc, si je tape Text Art, je tombe sur des exemples. Il y a du texte de type ASCII. C'est aussi un genre, le ASCII Art. Et puis, c'est un peu ça dont tu parles, c'est ça, hein? Voilà, pour moi, c'est du texte art. Mais si vous trouvez un autre nom, je suis preneur. Et il y a des gens qui, depuis très longtemps, font ça avec des machines à écrire avant les imprimantes. ASCII, c'est le type de texte, c'est une norme de texte. Et vous avez même des générateurs, bien sûr, de texte ASCII sur le web. Ça fait 20-30 ans que ça existe. Voilà. Ça répond à ta question.